Tournai, Verviers, Ath, Charleroi, Namur, Liège, toutes ces villes wallonnes ont un point commun. Elles disposent d'une ceinture alimentaire. Un système alternatif au modèle dominant de l'industrie alimentaire. C'est le fruit d'une démarche citoyenne. Des associations voulaient s'engager dans la voie d'une transition écologique concrète en impliquant tous les acteurs. Très vite, le mouvement s'est focalisé sur la transition alimentaire, avec un objectif affirmé, assurer l'alimentation de la ville en soutenant les producteurs locaux et en encourageant le circuit court. Alors une ceinture alimentaire, ça s'adresse à une ville. Donc c'est la ceinture alimentaire de Charleroi et c'est de Charleroi Métropole. Charleroi Métropole, c'est le rassemblement d'une trentaine de communes alentour de Charleroi qui font plein de choses au niveau culturel, économique, social, etc. Mais qui ont décidé aussi de soutenir la ceinture alimentaire et de faire en sorte que les Carolos mangent des produits Carolos. C'est faire en sorte que la population mange des produits en circuit court, tout en mettant en place un réseau de producteurs, un réseau de distributeurs et un réseau de revendeurs. C'est né d'un mouvement citoyen qui s'appelle Liège en transition, où des gens de la ville voulaient un peu réinventer leur manière de l'habiter, leur manière d'y vivre, que ce soit au niveau de l'alimentation, du transport, du logement, et on s'est rendu compte qu'à un moment il fallait choisir une thématique et puis essayer peut-être de mettre un maximum de ressources dessous et de professionnaliser ça. Et donc ça a eu lieu en 2013 et ça s'est lancé comme un mouvement informel avec des ateliers de réflexion autour de l'idée de transformation du système alimentaire de la région liégeoise en profondeur à l'horizon d'une génération. Sur le terrain liégeois, au bout de 10 ans, une vingtaine de coopératives ont été créées comme les petits producteurs. Cette structure dispose de plusieurs lieux de vente. Et on est ici dans ce magasin qui est un des fruits finalement de cette réflexion à l'échelle de la ceinture alimentaire liégeoise. Des acteurs se sont dit il manque des magasins directs et donc on va en créer. Et donc une coopérative s'est lancée et 4 magasins aujourd'hui se sont installés ici pour proposer des produits en lien direct avec les producteurs. Oui. Et donc ce sont des producteurs et des consommateurs qui sont regroupés, qui sont coopérateurs dans ce type de magasin. Les producteurs, c'est-à-dire les maraîchers, les éleveurs, les viticulteurs ou encore les boulangers, les fermiers et bien d'autres qui le désirent, participent à ce mouvement. La ceinture alimentaire couvre le territoire de la ville. À Liège, cela concerne les 24 communes de l'arrondissement. À Namur, la ceinture alimentaire a démarré en 2020. Elle englobe les 16 communes de la ville. Ici, on a tenu compte d'une réalité, à savoir la présence très active d'initiatives menées entre autres par la coopérative Paysans Artisans, très implantée dans le Namurois. Oui, le projet à Namur a sa spécificité. Nous arrivons sur un terrain qui est déjà occupé par des acteurs très performants. Et donc, il y a lieu de trouver sa place et de le faire en complémentarité et respect. Et donc, à côté de Paysans Artisans, Agricovert, Cocorico, d'autres coopératives sont également présentes. D'autres acteurs d'un autre type, citons des magasins comme d'ici par exemple, ou des intervenants sur le terrain et dans le secteur de l'Oreca comme les ateliers de Bossimé. L'idée d'une ceinture alimentaire, c'est de travailler avec tout le monde, du côté de la production et de se tourner aussi du côté des consommateurs, des mangeurs, pour faire se rencontrer ces deux partenaires d'une relation économique, certes, mais que nous ne gérons pas, nous, dans sa dimension économique. À Charleroi, tout le territoire qui entoure la ville est également concerné par cette ceinture alimentaire. Cela représente une trentaine de communes. La valorisation de la production locale en circuit court, c'est la priorité des responsables de chaque ceinture alimentaire. Donc on est vraiment ici arrivé aux mains du consommateur, du mangeur final qui va prendre son légume et qui va l'acheter et qui va le consommer. Donc là on est vraiment au bout de la chaîne et qui lui permet d'avoir une gamme de produits circuit court ici bio de la manière la plus courte possible en tout cas. Dans ce système, les producteurs trouvent leur compte. Ils peuvent distribuer leur production dans plusieurs filières, que ce soit via la vente à la ferme, les magasins de proximité et même l'e-commerce.
Les formes de distribution varient aussi. Et donc, l'e-commerce n'est pas seulement pour des produits qui viennent de Chine. On a aussi de l'e-commerce dans la transition alimentaire. Et donc, d'autres coopératives se sont créées également. C'est de l'e-commerce, c'est de l'épicerie en ligne avec des points relais. Et c'est le même type de produit que l'on retrouve. D'ailleurs, ils ont certains producteurs qui se partagent. C'est aussi ça l'esprit de la ceinture alimentaire. Un même producteur peut avoir différentes forme de distribution vers le consommateur final. Ça permettra à plus de gens de s'en sortir et de travailler éthiquement et correctement sans devoir passer par des grands circuits qui parfois sont pas très éthiques et qui pensent pas à la vie du paysan, qui pensent plutôt à l'économie réelle, mondiale. Ils suivent le mouvement, mais c'est pas toujours gagnant pour les agriculteurs, évidemment. Trouver des produits sains, voire bio, à portée de main grâce au circuit court, c'est la plus-value qui est proposée et les consommateurs ne s'y trompent pas. C'est meilleur, la salade est meilleure. C'est pas de la feuille de papier, quoi. Ça a du goût. Pour se constituer, les ceintures alimentaires ont dû compter sur l'appui et le soutien politique des villes. Manger sainement est capital. On le voit bien, c'est important pour l'immunité personnelle et c'est vrai que manger permet évidemment à chaque citoyen d'être en bonne santé. Et donc il est important pour la ville de Liège d'être à côté de tous les acteurs qui y travaillent quotidiennement. Et puis c'est important aussi de manger localement pour avoir la maîtrise justement alimentaire, tant des producteurs que dans la distribution. Et donc ces liens entre la production et les citoyens liégeois est très important et la ville de Liège veut être à côté de tous ces acteurs. L'accès à la terre est un réel problème. Trouver des terres agricoles pour les jeunes entrepreneurs n'est pas simple. Les décideurs politiques se sont engagés. On s'est rendu compte qu'on arriverait vraiment à atteindre nos objectifs que si on tissait des partenariats forts avec les pouvoirs publics locaux. Et donc ça a commencé en 2017 avec notamment la collaboration sur le schéma de développement territorial de l'arrondissement de Liège. C'est 24 communes, 620 000 personnes. Et puis, le 8 décembre dernier, le 8 décembre 2022, on a créé le Conseil de politique alimentaire de Liège Métropole, avec les mêmes communes, avec l'Université de Liège. Et là, 120 membres qui vont ensemble travailler activement à la transition du système alimentaire de l'arrondissement de Liège. Cette extension du partenariat est importante. À Liège, la ville a lancé des appels à projets baptisés Créafarm. Les pouvoirs communaux ont mis à disposition des terrains communaux et des jeunes entrepreneurs ont pu commencer leurs activités de maraîchage, comme ici sur les hauteurs de la ville. Ailleurs, les responsables politiques se sont également engagés dans le même soutien. Toujours pour renforcer son impact, les ceintures alimentaires travaillent main dans la main avec les collectivités. Un secteur quasi incontournable si on veut sensibiliser une plus grande partie de la population. Les responsables des différentes ceintures alimentaires sont bien conscients de certaines limites actuelles. Ça reste quand même relativement marginal par rapport à l'agro-industrie, à la grande distribution. Donc il faudrait une accélération de tout ça. Et pour l'instant, en termes de changement d'échelle, on mise beaucoup sur les collectivités. Donc on a beaucoup de contacts à la fois avec les cantines scolaires, mais avec les cantines d'hôpitaux, les intercommunales, etc. Sur la question des marchés publics, de plus en plus veulent s'approvisionner en local, de saison, si possible bio. On travaille sur la création de chaînons manquants, logistique, des légumeries, pour pouvoir justement alimenter ces grosses collectivités. Et là, ça peut vraiment changer la donne dans les prochaines années au niveau de la quantité consommée de produits locaux de qualité et de saison dans notre région. On s'est interrogé également avec le monde politique namurois pour savoir comment faire démarrer ce genre d'initiative. Et s'il y a un secteur dans lequel, notamment, la politique peut, je dirais, être à la manœuvre, c'est dans ses propres collectivités. Qu'il s'agisse des maisons de repos, qu'il s'agisse des écoles communales, il y a là un véritable terrain où il est possible de relocaliser déjà l'alimentation et d'induire chez les consommateurs un réflexe qui est de se tourner vers le circuit court, sachant que les enfants ou les membres de ces collectivités sont prescripteurs d'achat dans leur propre milieu familial. C'est ainsi qu'à Namur, tout un réseau structuré s'est mis en place avec les collectivités namuroises. Au sein des différents restaurants, des maisons de repos gérées par le CPAS, on retrouve des produits provenant notamment des maraîchers locaux.
Les repas servis aux résidents mettent en valeur des produits locaux. C'est aussi un autre débouché pour les producteurs. Les collectivités communales ne sont pas les seules à participer. Ainsi, une entreprise de formation par le travail, comme le Peron de Lilon, inclut dans ses préparations également des produits locaux. Pour cette entreprise d'économie sociale, la réflexion sur le coût des fournitures ne doit pas être écartée, que du contraire. Alors, il y a différents niveaux. D'abord, il y a des produits qui sont facilement intégrables en termes de budget en réorganisant une proportion, une recette, en l'adaptant. Ça, c'est une première étape. Pour certains produits, c'est un peu plus compliqué de le faire dans une réalité budgétaire qui est celle de nos clients, puisqu'on reste dans une activité économique et si je majore tous mes prix de 20%, à un moment, je perds de la clientèle. Ça veut dire que, on a une intégration d'un certain nombre de produits dans la vie quotidienne selon la saison, une adaptation du menu. Ça, c'est une première possibilité. Mais on propose aussi, à différents moments, des formules plus locales à nos différents clients qui, eux, disent « Ok, dans le cadre de cette activité-là, je suis d'accord de majorer mon budget habituel pour mettre l'accent sur les producteurs locaux et accentuer mon impact local économique. » Les responsables ici ont voulu aussi réfléchir à la sensibilisation des plus jeunes. Au départ, chaque mercredi, un menu spécial était proposé à la carte, mais une autre formule a été préférée. On a changé le modèle parce qu'on trouvait que faire ce système uniquement le mercredi, c'était pas la meilleure façon de toucher l'ensemble des gens. Par contre, on voulait maintenir une action le mercredi parce que c'est un jour un peu particulier dans notre activité, comme nous sommes connectés à des réunions, donc il y a moins de réservations et plus de places disponibles. Et donc on a mis une autre action en place qui s'appelle les mercredis des mini, où pour un repas adulte, vous avez un repas enfant de moins de 12 ans offert. Donc, on n'est pas dans la même dynamique du tout, mais il y a un autre enjeu auquel on répond le mercredi. Les ceintures alimentaires, là où elles s'organisent, assurent une certaine résistance, une certaine résilience bien utile pour réussir la transition. Un territoire, une fois qu'il va avoir une perturbation, un choc, comme on a eu ici avec la guerre en Ukraine par exemple, on a des montées de prix et donc le fait d'être résilient, c'est en fait être moins perturbé par ces éléments extérieurs. Si on prend un prix d'une farine panifiable qui vient d'Ukraine ou de Russie ou une farine qui est faite ici au niveau local, les perturbations vont être beaucoup moindres. Et en fait, on a vu que dans ce genre de magasins de distribution, les prix ont très peu fluctué parce que les liens sont durables avec des producteurs qui maîtrisent leurs coûts. Ce sont des coûts justes. Il n'y a pas de lien aussi avec des marchés internationaux, donc il n'y a pas de spéculation. Et donc, les prix ont été beaucoup plus stables. C'est un des exemples de cette résilience, si vous voulez, des territoires. Et plus on aura ce type de distribution, plus on aura une stabilité dans les prix et donc aussi pour les consommateurs. Un des points forts des ceintures alimentaires, c'est bien sûr l'écologie. Les producteurs, dans leurs filières respectives, n'utilisent pas des fertilisants ou des pesticides. Miser sur le circuit court permet de réduire les transports et le recours aux multiples conditionnements. Les ceintures redonnent assurément de la valeur au métier d'agriculteur. Dans les pays du Sud, en Afrique de l'Ouest, on ne parle pas encore de ceinture alimentaire. Mais l'agroécologie est une alternative qui séduit le monde agricole. L'agriculture touche entre 60 à 80% de la population. Au Sénégal, la pratique de l'agroécologie n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité. Les femmes sont bien conscientes qu'il faut produire des aliments sains pour nourrir la famille. Dans son village de Landou, tout proche du nouvel aéroport, Aïssatou Abissène cultive ses champs en respect avec l'environnement, et cela depuis plusieurs décennies. Juste à côté de sa maison, elle se retrouve régulièrement dans sa pépinière. Ici, c'est mon champ école. Quand des visiteurs viennent, je les amène ici. Je sème ici ce dont j'ai besoin pour faire de l'agroécologie. Ma pépinière, c'est pour avoir des arbres fruitiers et des espèces forestières. De nos jours,
Il y a de moins en moins d'arbres et les gens ne font plus de pépinières. Donc j'entretiens ces pépinières pour restaurer la végétation dans les champs. Cette agricultrice s'est beaucoup investie dans les formations données par l'ONG Enda Pronat et la Fédération Moubine. Ces formations ont pour objectif la professionnalisation des exploitations familiales agroécologiques de la région. Ces partenaires ont été pour moi une source de motivation. Ces deux associations ont débloqué les moyens nécessaires pour ma formation. Aujourd'hui, Aïssatou Abissène est devenue une leader. Cette femme s'est donnée à 100% pour l'agriculture. Tout ce que j'entreprends, c'est au niveau de l'agriculture. J'y mets tout mon temps et tous mes moyens. Dans la région, l'accès à la terre est compliqué. La question du foncier est une problématique que l'on retrouve partout en Afrique de l'Ouest. Dans cette région du Sénégal, l'accès à l'eau est un autre frein majeur au développement de l'agriculture. L'accès à l'eau est très compliqué. Dans la zone de Landou, il n'y a pas d'eau. On dispose pour l'instant de citernes installées par la société qui réalise l'autoroute. Ce problème d'accès à l'eau, une autre agricultrice le connaît elle aussi. Bineta Ba a cédé 2 hectares de terre à un groupement féminin. Elle veut justement soutenir des villageoises qui ne possèdent pas de terre. Mais l'absence d'eau a ruiné tous les efforts de plantation. On a des difficultés pour avoir de l'eau. On a réalisé ici 2 mini-forages pour 350 000 francs CFA chacun. Mais malheureusement, on n'a pas eu d'eau. Au tout début sur ce champ, les femmes ont pu cultiver de l'oignon grâce au système d'irrigation mis en place par l'ONG Enda Pronat. Mais ensuite, les pluies de l'hivernage n'ont pas été bonnes. Résultat, tout s'est tari, y compris ce bassin qui a été construit. C'est la dure réalité que doivent affronter les agricultrices. Elles avaient planté 200 citronniers, il en reste à peine 5. Vous voyez ceci, c'est un citronnier. Et celui-là, il est mort. On n'a pas pu l'arroser. C'est à cause de ce manque d'eau que nous avons perdu tous ces arbres. Avec ce réseau d'irrigation, on a pu cultiver ici de la pomme de terre et nous avons eu de très bonnes récoltes. Mais après, sans eau, on ne pouvait plus continuer. Depuis 2012, Bineta Ba a travaillé son propre terrain. Quand elle en fait l'acquisition, ce terrain était complètement nu. Il n'y avait rien sur ce terrain, tout juste un fromager et ce baobab. Il n'y avait rien d'autre. Tout ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai planté. À commencer par les citronniers. Elle applique ici tout ce qu'elle a appris lors des formations en agroécologie. Fille d'une famille d'agriculteurs, elle s'est distinguée en récoltant en 2016 un prix et elle n'est pas peu fière de montrer les grands panneaux qui expliquent son parcours d'agricultrice. J'ai suivi des formations pour réaliser le compost selon le procédé Bokashi. J'ai suivi des formations pour préparer les semences de tomates. Je n'achète plus les semences, je les prépare moi-même. Depuis qu'elle a laissé tomber les engrais chimiques pour le compost et le bokashi, un autre procédé de compostage, ses productions maraîchères et fruitières sont plus importantes. Sur sa parcelle, elle cultive notamment l'oignon, sa production est bien meilleure. Le rendement est là et en plus, je peux conserver la production d'oignons 6 à 7 mois avant de les couler sur le marché. Direction le marché de Mboro, voilà des sacs d'oignons de Bineta. La commerçante qui les vend est pleinement satisfaite. Nous travaillons ensemble parce qu'il y a la confiance qui règne entre nous. Elle a confiance en moi et j'ai confiance en elle. Ce qu'elle me livre, ce sont des bons produits. Elle ne met pas d'engrais chimiques. Elle cultive sainement, je peux écouler sa marchandise rapidement. Ces produits, je peux les laisser ici 2 ou 3 jours. Ils se conservent bien. Il n'y a pas de problème et mes clients sont satisfaits.
Aïssa Toussen ne dit pas autre chose. La qualité des légumes et des fruits est primordiale. La pratique de l'agroécologie a plein d'avantages. Cela te permet de manger sainement grâce aux produits que tu cultives et cela te donne une bonne santé. Mariam Sow est une personnalité très impliquée au Sénégal. Elle est la voix militante de l'ONG Enda Pronat, basée à Dakar. Depuis la création de la maison mère Enda Tiers-Monde en 1972, l'association a toujours dénoncé l'usage des pesticides et des engrais chimiques. Mariam Sow pointe du doigt les politiques agricoles menées dans les années 80 et 90 qui imposaient au Sénégal de produire l'arachide de façon intensive en ayant recours aux engrais chimiques. Aujourd'hui, face à la dégradation des terres agricoles et à la chute de la biodiversité, face au dérèglement climatique, les pratiques agricoles doivent changer. C'est reprendre toute cette agriculture africaine qui était là, en reconnaissant les capacités des communautés, mais en introduisant aussi les connaissances scientifiques. Donc, la science, elle a réfléchi juste après les indépendances, en disant qu'il faut produire plus, en disant qu'il faut faire beaucoup d'arachides. À quelle fin? Dieu seul sait. En disant qu'il faut mécaniser l'agriculture. Et or, ce n'est pas dans n'importe quel sol qu'il faut mécaniser l'agriculture. Donc les gens ont suivi à la lettre ce qui a été dicté. Heureusement que cette science est consciente qu'il faut changer, qu'il faut communiquer autrement. On ne peut plus continuer à produire comme ça. Au Sénégal, les associations sont très nombreuses pour réclamer un changement de politique agricole et une orientation vers l'agroécologie plus respectueuse de l'environnement, de la biodiversité, du juste prix pour les producteurs et de la souveraineté alimentaire. Le plaidoyer de Mariam Sow est sans équivoque. Si la science décide d'accompagner ces connaissances de base, si l'État, bien sûr, accepte d'en faire une préoccupation politique, si aussi on décide de faire de l'agroécologie une agroécologie de richesse en mettant sur place des industries rurales qui accompagnent la transformation de cet arachide, qui accompagne la transformation de ce niébé qui pousse, qui accompagne le bissab, les manguiers qui sont là, avec une consommation locale, sous-régionale, et avoir des produits compétitifs pour participer au marché international, et essayer aussi de faire de sorte que les importations, je ne dis pas qu'on n'importe pas, mais au moins qu'on planifie, avec une formation des jeunes, avec un système de financement durable. Mais c'est sûr que l'agroécologie est incontournable et elle est réalisable. Et j'y crois fortement, c'est elle qui pourra apporter la réponse pour notre souveraineté alimentaire. Si les conditions que je viens d'énumérer sont remplies. Et on continue aussi à préserver, à sécuriser le capital foncier. Ah oui, qu'on ne continue pas à penser que c'est les multinationales qui vont produire à notre place. Je reconnais aussi que le combat est difficile. Parce que ceux qui pensent à l'agroécologie, il y a d'autres qui ont des intérêts à travers les engrais, à travers les OGM, à travers les tracteurs, à travers beaucoup de choses, et qui cherchent aussi à contredire ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de proposer comme alternative. Mais nous demeurons convaincus que c'est à cela qu'il faut arriver. Retour auprès d'Aïssa Toussen. Si un jour vous deveniez ministre de l'Agriculture au Sénégal, quelles seraient vos priorités? Pour réussir ce pari d'être ministre, il faut faire de la sensibilisation auprès des jeunes et des femmes. Tous doivent prendre conscience de l'importance de l'agroécologie.
Si les gens étaient conscients, le développement se ferait et le Sénégal se porterait mieux. L'agroécologie, c'est l'avenir du pays. La transition écologique au Sénégal est en marche. De nombreuses associations et fédérations du pays se sont engagées dans cette voie. Cette transition veut assurer la souveraineté alimentaire et ne plus dépendre des exportations qui cassent les marchés locaux et affichent des prix injustement concurrentiels. En Belgique, les ceintures alimentaires sont aussi une alternative pour encourager le circuit court, une juste rémunération pour les producteurs et une agriculture durable. Pour réussir cette transition, il faut convaincre le consommateur pour qu'il devienne consommateur. Il faut aussi le soutien des décideurs politiques en Belgique comme au Sénégal.